25 février 2022. En manchette, les organismes communautaires se mobilisent. Fiabilité recherchée pour le traversier Rimouski-Forestville. Un centre de données voit le jour aux Escoumins. Le 21 février, la Journée mondiale de la justice sociale était soulignée de façon percutante par les organismes communautaires de la Côte-Nord qui ont fermé leurs portes afin de protester contre le gouvernement qui, selon eux, a fait le choix de laisser tomber les organismes communautaires. Au Bergeronne, Ressources par enfant a invité les organismes et la population de la Haute-Côte-Nord à manifester pour un meilleur financement du milieu communautaire. Ce sont les organismes recevant de l'aide financière du programme de soutien aux organismes communautaires PESOC qui sont le plus touchés par le sous-financement communautaire, selon la directrice de Ressources par enfant, Sandra Maltais. L'organisme qu'elle représente ne fait donc pas partie des dommages collatéraux du manque de soutien gouvernemental, mais elle dit avoir organisé cette mobilisation en soutien aux autres organismes de la région. L'Alliance des femmes de Sacré-Cœur et Panda Manicouagan, qui offre des services en Haute-Côte-Nord, prenait également part à la manifestation qui a rejoint une vingtaine de participants. Ces derniers ont défilé dans les rues de la municipalité, pancartes à la main, scandant leur slogan « Carton rouge pour la CAQ, logo au banc des pénalités, promesses brisées, communautaire fermée ». À Bécomo, question de se faire comprendre, les représentants des organismes communautaires de la circonscription de René Lévesque se sont rendus à 11 heures au bureau du député Martin Ouellette avec leurs revendications. Le député a d'ailleurs souligné le passage des organismes en mentionnant que le milieu communautaire de la Côte-Nord en a assez. Selon ce dernier, c'est fini le désavantage numérique pour la Côte-Nord dans le financement communautaire. M. Ouellette compte y aller d'une autre passe à la CAQ pour que la Côte-Nord puisse sortir victorieuse de cette partie sans fin. Les 5 armateurs qui se sont signalés au terme de l'appel d'intérêt en vue de l'exploitation du lien maritime entre Rimouski et Forestville auront tout avantage à présenter une offre de services assortie à plus de flexibilité pour la clientèle, a mentionné au journal Haute-Côte-Nord la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, alors que le directeur général de la Société de promotion économique de Rimouski-Neigette, Martin Beaulieu, a confirmé la semaine dernière que 5 armateurs se sont manifestés à la suite de l'appel d'intérêt pour l'exploitation du lien maritime entre Rimouski et Forestville. La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, confie que tous les espoirs sont permis pour une reprise du service dès la prochaine saison. Ce n'est pas d'hier que l'élu foresvilloise tente d'assurer une continuité au service de traversier dont les dernières saisons ont été plus laborieuses en raison de bris importants du CNM Évolution, propriété de l'homme d'affaires Hilaire Journeau. Pour Mme Anctil, le service de traversier demeure une opportunité d'affaires puisque les données moyennes enregistrées au cours des saisons charnières du CNM Évolution, soit les saisons 2016, 2017 et 2018, démontrent un achalandage annuel médian de 30 000 passagers et 11 000 véhicules. Un service sécuritaire qui répond aux besoins est souhaité, mais qui assure également une pérennité intéressante dans le temps, ajoute Micheline Anctil, qui dit vouloir un engagement de 5 ans afin d'avoir un horizon devant elle. Actuellement, les 5 armateurs au dossier possèdent les données des installations des quais de Rimouski et Forestville, cette dernière ayant fait l'acquisition de l'infrastructure auprès de la Société d'économie et de développement de Forestville, de même qu'ils sont au fait que les installations des deux côtés du fleuve appartiennent à M. Journeau, soit les bâtiments de billetterie, de même que les rampes et passerelles. Le 7 mars prochain, des développements sont attendus dans ce dossier, pour lequel le délai est très court si une reprise est envisagée pour la saison 2022. Le propriétaire du CNM Évolution, Hilaire Journeau, a confirmé son intérêt pour la reprise du service du traversier Rimouski-Forestville en 2022. Actuellement, l'homme d'affaires et son équipe s'occupent à monter un projet dans le cadre de la relance du service de traversier. Bien que d'autres armateurs ont signifié leur intérêt, Hilaire Journeau ne semble pas inquiet outre mesure de l'issue finale, puisque les rampes lui appartiennent, tout comme les bâtiments. Il possède également le permis nécessaire à l'opération de la traverse. Il assure que son navire est en bon état pour assurer le service.
C'est à la fin du mois de février que le Centre de gestion de données de crypto-monnaies établi aux Escoumins par MWC Megawatt Canada commencera ses opérations. L'entreprise est d'ailleurs à la recherche de 5 employés afin de démarrer son projet de près de 10 millions de dollars. Pour la première phase du projet, les promoteurs désirent embaucher un superviseur de site, un concierge ou préposé à la maintenance, ainsi que 3 opérateurs. Les opérations consistent essentiellement à s'occuper du bon fonctionnement des serveurs. Ce n'est pas une usine, mais bien ce qu'on appelle des pods, soit des conteneurs conçus spécialement pour recevoir des serveurs, selon l'adjointe administrative chez Megawatt Canada, Vanessa Gomes. Ce n'est pas par hasard que l'entreprise a ciblé les Escoumins pour installer son nouveau projet. En premier lieu, le climat a joué en faveur de la municipalité. La chaleur modérée diminue le besoin de climatisation en été puisque les serveurs dégagent beaucoup de chaleur. De plus, le village de l'ouest de la Haute-Côte-Nord offrait la disponibilité d'un terrain dont l'emplacement était avantageux pour MWC, soit près d'une sous-station d'Hydro-Québec. Le centre de données est situé sur la route forestière et a été aménagé en préfabriqué. Il offre une possibilité de 10 MW pour le moment, mais l'ajout de 100 MW est en attente d'approbation par la société d'État. Il faut dire que la réalisation du projet s'est échelonnée sur plusieurs années. Vanessa Gomes le qualifie d'ailleurs de Greenfield Project ou de projet que l'on doit créer de toutes pièces. Les démarches ont débuté en 2019 et la compagnie a pu compter sur le soutien de l'autorité municipale. La construction du site a été supervisée par la firme Grimard, spécialisée notamment en solutions de télécommunications et d'électricité. Une fois l'équipement en place, c'est à Megawatt de tout opérer. Megawatt Canada opère présentement un site à Saguenay dans l'arrondissement Labbé. Avec le centre de données des Escoumins, l'entreprise sera à la tête de 2 projets d'envergure. D'autres projets sont envisagés en Haute-Côte-Nord, notamment dans le centre industriel de Forestville. Le maire des Escoumins, André Desrosiers, affirme que le projet de centre de données est très positif puisqu'il apportera des retombées économiques non négligeables pour sa municipalité et la Haute-Côte-Nord. La chaleur qui sera produite par le centre de données pourra servir à la réalisation d'un projet de culture en serre. Ce nouveau projet agroalimentaire s'organise présentement. Des pourparlers se tiendront avec des promoteurs potentiels ainsi que des gens du milieu. Selon les chiffres dévoilés le 22 février par le forestier en chef du Québec, la quantité de bois disponible pour les industriels forestiers a significativement diminué sur la Côte-Nord. Cette baisse de la possibilité forestière est principalement due à l'épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette. L'industrie réclame des mesures drastiques et des investissements en conséquence afin de renverser la tendance. La baisse de la possibilité atteint en moyenne 12%, une diminution qui inquiète grandement le Conseil de l'industrie forestière du Québec. La possibilité théorique passe de 3,8 à 3,5 millions de mètres cubes de bois. Cette baisse risque d'avoir des conséquences graves sur le développement économique et pour les industriels forestiers de la région comme Arbic, Résolu ou Boissaco, selon le président directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec, Jean-François Samré. L'organisme exige donc que Québec investisse de façon significative dans les travaux sylvicoles et veut voir des gestes concrets dans le prochain budget du ministre des Finances prévu pour le 22 mars. Il réclame aussi une rencontre avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ainsi que le forestier en chef, afin d'avoir une image claire des orientations, ce qu'il n'a pas pour l'instant. À la fin de l'Assemblée du Conseil municipal le 10 février, le maire de Longrive, Donald Perron, a tenu à rendre hommage à la directrice générale Chantal Otis, qui quittera ses fonctions prochainement après 5 années à relever les défis de ce poste d'importance. Dans un premier temps, l'élu a remercié Mme Otis au nom du conseil municipal pour le magnifique travail qu'elle a accompli au niveau de l'administration de la municipalité de Longrive. Tel que mentionné par M. Perron, Chantal Otis est une référence au niveau de la Fédération québécoise des municipalités. Selon lui, la plupart des gens ne savent pas que la FQM lui confie de temps en temps des dossiers provinciaux.
La municipalité a eu la chance d'en profiter parce qu'elle a été citée quelques fois pour sa rigueur administrative. L'élu et la directrice ont toujours entretenu une belle relation de complicité au fil des années. Le maire en a témoigné, ajoutant qu'il a été très heureux de côtoyer Mme Otis. De son avis, cette complicité est nécessaire entre un maire et son directeur, comme toutes les entreprises. Ému par le départ de sa comparse, le maire aura de la difficulté à la remplacer. Il ne pourra toutefois pas se passer d'un directeur ou d'une directrice générale, puisque ce poste est d'une importance capitale pour une municipalité. Malgré l'émotion qu'il a gagnée lors de cette dernière séance municipale en la présence de Mme Otis, Donald Perron lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouveaux défis. Après ce discours émouvant, la directrice générale n'a pu s'empêcher d'adresser elle aussi de bons mots aux élus, et particulièrement au premier magistrat. Elle a affirmé que son cœur restera toujours à Longrive et que le plaisir a été partagé. Elle quitte son poste avec un certain pincement puisqu'elle a aimé travailler avec les élus longrivois. Chantal Otis a d'ailleurs confirmé l'existence d'une belle complicité avec M. Perron. Dans le monde du sport, c'est le 12 février dernier que les activités familiales habituellement réservées pendant la semaine de relâche ont été organisées par la municipalité de Portneuf-sur-Mer. Cette nouvelle façon de faire était envisagée depuis quelques années puisque plusieurs familles de la localité se trouvaient à l'extérieur pendant les vacances de la relâche scolaire, engendrant une participation très mitigée lors des activités. L'animatrice communautaire Henriette Aymon dresse un bilan très positif de la journée qui a débuté en force avec une partie de pêche blanche sur la rivière Portneuf, organisée en collaboration avec l'organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord. Selon Catherine Aymon, chargée de projet à l'OBVHCN, 41 personnes se sont présentées sur le plan d'eau. L'activité avait pour but d'initier les familles de la Haute-Côte-Nord aux activités de pêche sur glace et de leur transmettre l'amour et la passion de la pêche. De plus, c'est 11 jeunes filles et garçons de 9 à 12 ans qui ont pu se faire initier à la pêche blanche dans le cadre du programme Pêche en herbe, initié par la Fondation de la faune du Québec pour favoriser la relève à la pêche. Ce programme reçoit la collaboration du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et le soutien financier de son principal partenaire, Canadian Tire. En après-midi, une centaine de personnes du village et des environs se sont rendues sur le site du chalet des sports et de la patinoire pour patiner, participer à des jeux et glissades. Un souper hot-dog a été servi gratuitement et fut suivi d'une soirée dansante dans l'igloo gonflable. Henriette Aymon a remercié les participants qui ont répondu à l'invitation, ainsi que les bénévoles et l'OBVHCN, sans qui la municipalité n'aurait pu organiser une si belle journée de plein air. À la météo, après la tempête hivernale de mardi, le soleil était de la partie ce vendredi 25 février avec une température atteignant moins 13 degrés. Il en sera de même pour demain avec un ciel ensoleillé et un thermomètre de moins 8 degrés. Dimanche, Environnement Canada prévoit de la neige intermittente avec un maximum de moins 3 degrés. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine!